Alors Rosanna, Le Monde, daté du 11 avril dernier, disait « Réforme de la justice vers une désertification de la justice ». Sur ce terme désertification, parce que c'est un peu le terme central de ce que tu viens de dire, pourquoi ? Là, on est par exemple dans une ville de Cannes, une ville de taille moyenne. Quand un justiciable a un problème, première chose qu'il va faire, il va se rendre au tribunal de sa ville, qui se trouve à quelques centaines de mètres de chez lui. Il va pousser la porte, il va aller à l'accueil, et on va lui dire quel est votre problème ? Donc pour ça, vous devez remplir tel formulaire, et il peut rencontrer son juge. Et le juge des tribunaux d'instance, en fait, il a plusieurs spécialités. Les petits litiges, des litiges on va dire de proximité, mais qui sont d'une importance capitale pour les personnes qui ont recours à la justice. Ça peut être, par exemple, des problèmes de surendettement. Ça peut être des personnes vulnérables avec le vieillissement de la population. Elles ont besoin de mettre en place une mesure de protection des majeurs. C'est le juge des tutelles, c'est le tribunal d'instance. Ça peut être un locataire qui ne paye plus ses loyers ou un problème de logement insalubre. Qui on va voir ? Le tribunal d'instance. Donc cette justice de proximité qui fait qu'un justiciable a accès à son juge de façon plutôt simple. Parce que ce qu'il y a dans cette réforme, c'est aussi une question de départementalisation des tribunaux et une spécialisation des tribunaux. Ce qui fait que, par exemple, sur un département comme les Alpes-Maritimes, où on a plusieurs tribunaux d'instance, on a par exemple celui de Cannes, d'Antibes, de Cannes-sur-Mer, de Grasse, Menton, Nice, etc., et tout ça, ce sera dans un seul tribunal départemental, donc probablement celui de Nice, même si aucun lieu ne sera fermé, il sera complètement dévitalisé et à terme, il risque d'être fermé malgré tout. Tout ça, ça manque de lisibilité pour le justiciable qui est empêché d'une certaine manière d'accéder à son juge. Alors un justiciable, c'est quelqu'un qui a recours à la justice. Ça peut être quelqu'un qui peut être accusé aussi, ou bien c'est forcément quelqu'un qui est victime ? Ah non, un justiciable, c'est toute personne, c'est tout citoyen qui à un moment ou à un autre a affaire à la justice, quelle que soit sa qualité. Le service public de la justice, il fonctionne en sous-effectif chronique. C'est quelque chose qui est commun à plein de services publics, malheureusement. Donc, la solution qu'a trouvé le gouvernement, c'est plutôt que de dire « je mets des moyens pour qu'il y ait plus de juges, plus de procureurs, plus de personnes qui puissent répondre aux besoins de justice des citoyens ». Non, je ne vais pas faire ça. Je vais trouver une solution miracle, le numérique. C'est comme une sorte de système d'entonnoir que je vais développer tout à l'heure, qui permet de filtrer et de limiter l'accès au juge, ce qui fait que le juge, lui, et les greffiers, bien sûr, auront moins de charges de travail, mais en fait, ce n'est pas pour autant que la justice sera rendue correctement. Donc le recours au numérique, il suppose une privatisation de la justice. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les règlements des litiges, là où avant tu avais accès au juge directement, maintenant, on risque de t'obliger à passer par un préalable de conciliation et de médiation, mais en ligne. C'est-à-dire qu'il va y avoir des boîtes privées qui vont avoir cette compétence-là et qui vont devoir essayer de concilier. C'est un service qui est payant, là où pour l'instant c'est gratuit. La conciliation est gratuite, elle se fait dans des antennes de justice, dans des maisons de justice, dans les centres de conciliation, et ce sont des personnes qui sont validées, dont les compétences sont validées par les juridictions. On ouvre ça à la concurrence alors ? D'une certaine manière. Je ne sais pas, c'est pas encore très clair la façon dont va être transférée cette compétence-là. Le transfert de compétences pour les personnes vulnérables sous tutelle va se faire aussi au profit d'organismes privés. Ça a un coût. Donc, là où c'était gratuit avant, maintenant le justiciable va devoir mettre de sa poche. Et comme on s'adresse beaucoup à un public vulnérable, ça l'empêche d'accéder à la justice parce que peut-être qu'il va devoir réfléchir à 2 fois avant de débourser les 30, 50, 100, 200 euros. Il y a un problème de déshumanisation de la justice. Avec, ce qui est prévu dans ce projet de loi, c'est l'extension du recours à la visioconférence. C'est-à-dire qu'on va pouvoir juger à travers un écran pour justement éviter d'avoir à payer leurs frais de déplacement. Il y a des choses qui se passent au moment d'une audience, il y a des regards qui s'échangent, il y a des larmes, il y a des choses, enfin, c'est vivant. Le tribunal entend. Il entend la colère, il entend la peine, il est obligé d'entendre les réactions des justiciables. Là, quand ça arrive, et on a pu le voir déjà, c'est quelque chose qu'on voit. Au revoir monsieur, on éteint l'écran et c'est fini, on ne voit plus les conséquences. C'est pas possible. L'essentiel de la communication n'est pas verbal. On peut pas juger des gens comme ça et les envoyer en prison comme ça sans même pouvoir les entendre et les écouter. Tu as également une atteinte à l'indépendance de la justice parce que
Ça réduit, par exemple, l'accès au juge d'instruction qui mène les enquêtes. Je dépose une plainte, il n'y a pas d'enquête qui est faite. Ok. J'ai la possibilité, moi, en tant que citoyen qui a déposé plainte, de me constituer partie civile pour obliger l'ouverture d'une enquête. Eh bien ça, maintenant, ce qui est prévu, c'est que ce soit plus possible et que quand le procureur dit non, c'est non. Mais ça pose un vrai problème parce que le statut du parquet, donc du procureur dans notre système judiciaire français, il n'est pas indépendant. Ce qui fait que, admettons, tu es dans un problème de violence policière, ça peut arriver. Eh ben, le parquet dit il n'y a pas d'enquête, tu ne peux pas te constituer partie civile parce que le parquet met son veto, parce qu'il est en lien direct avec l'exécutif, et l'enquête n'a jamais lieu. Tu as également un problème de régression des libertés et des droits de la défense. Parce que on va pouvoir écouter tes communications téléphoniques pour des délits qui sont plus communs. Et on va étendre également le pouvoir de la police. Donc tout ça fait qu'on a un véritable problème pour le justiciable. Et là, je voudrais vraiment attirer ton attention et l'attention des personnes qui écoutent, c'est que c'est très très rare que toutes les professions judiciaires manifestent et ensuite soient en colère ensemble. C'est vrai que les barreaux sont mobilisés depuis un certain temps, donc certains ils font des grèves plus ou moins dures, et le barreau de Nice était sur une grève dure en fait, donc il n'y avait plus d'audience, toutes les audiences étaient renvoyées. Et donc ce président de cour d'assises a lancé aux avocats qui bloquaient l'audience, qui faisaient grève, c'est leur droit de grève, ils ont le droit de le faire. Vous êtes, je rapporte ce qu'a dit la presse, vous êtes des cheminots en robe noire, vous êtes la honte de la profession. Ça se voulait peut-être une insulte, mais ça n'en est pas. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt un hommage. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule, puisque les avocats du barreau de Nice ont retourné et ont revendiqué ce titre de cheminot en robe noire et ont défilé auprès des cheminots à la manif la semaine dernière à Nice. Il y a certains avocats de certains syndicats qui ont l'habitude de manifester. Mais là, on a vu des avocats qui n'avaient pas forcément cette habitude de manifester avec tout le monde, défiler dans la rue et en revendiquant ce titre de cheminot en robe noire et dans un esprit donc de lutte globale, de convergence des luttes. Donc c'est quelque chose de très important. Le recours au tout numérique pose également quelques problèmes en matière de prévisibilité de la justice. C'est-à-dire que ces services en ligne qui vont permettre aider à la résolution des litiges, c'est quoi en fait ? C'est un algorithme. C'est un algorithme. Donc il va se servir des jugements qui ont déjà eu lieu pour des cas similaires. Ce qui fait que ce qui risque d'arriver, c'est une sorte un peu d'effet suiveur ou moutonnier peut-être des magistrats quand ils auront à prendre une décision et qui vont être incités à prendre la même décision que leurs collègues parce que soit ils n'ont pas le temps de traiter véritablement le dossier, soit parce que ils ne voudront pas sortir du lot. Donc, c'est la fin des jurisprudences progressistes. Jusque-là, on pouvait faire avancer le droit parce qu'il y a un juge auquel on a eu accès, qui nous a écoutés, qu'on a réussi à convaincre, qui a rendu une jurisprudence ou une décision qui n'est pas habituelle, parce qu'il a eu ce courage-là, et qui a ensuite permis de modifier la loi. La fracture numérique est quelque chose qui a été dénoncé par le défenseur des droits. Tout le monde n'a pas accès à un ordinateur. Quand tu vois au tribunal d'instance, le tribunal dont je te parlais tout à l'heure, des papis, des mamies, des dames, des mamans, arriver à l'audience avec leur sac en plastique, avec plein de documents dedans, et dire, voilà, madame ou monsieur le juge, voilà, j'ai tous les papiers, j'ai tous les documents. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait, le juge ? Il les trie, il dit, bon, ça oui, ça non. Travail. Il dit, non, ça, j'en ai pas besoin. Ça oui, amenez-moi ça, amenez tel document. Je renvoie à la prochaine audience. Vous ramènerez telle pièce. Il y a un contact, il essaye un petit peu. Alors, il dit, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez des délais de paiement ? Le genre de choses auxquelles le justiciable n'a pas pensé quand il est tout seul et quand il n'est pas défendu par un avocat. Donc ça, c'est fini. Le justiciable va se retrouver face à son écran d'ordinateur et à trouver tout seul les pièces qu'il doit fournir. Le juge, les avocats, les greffiers ont fait des années d'études pour pouvoir présenter un dossier et communiquer quelque chose et plaider en fait un dossier et le présenter et ensuite le juger. Donc tu ne peux pas demander à n'importe qui seul, sans conseil, de le faire. Cette réforme privilégie une certaine efficacité au détriment d'une certaine humanité. Et je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, et je dirais même que cette réforme, en fait, elle a un véritable enjeu démocratique. L'accès au droit, l'accès à la justice, c'est quelque chose de fondamental. Quand tu ne peux plus résoudre le problème que tu as, par exemple, avec ton voisin, parce que ton tribunal est loin, parce que tu dois payer, qu'est-ce que tu vas finir par faire ? Tu vas lui taper sur la gueule. D'ailleurs, les tribunaux d'instance, les juges qui officient dans les tribunaux d'instance, on les appelait avant les années 50-60, les juges de paix, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ça, c'est fini. Deuxièmement,
Cette réforme, elle a aussi un enjeu démocratique. Et c'est pour ça qu'il faut s'y opposer, parce que quand tu n'as pas d'audience, quand tu n'as pas accès à ton juge, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de publicité des débats. Les audiences ne sont plus publiques. Or, c'est une garantie pour le justiciable. Nous devons savoir, nous, comment la justice dans notre pays est rendue quand on n'arrive pas à voir comment la justice se fait. Eh bien, c'est un des premiers marqueurs de la sortie de l'état de droit. Dans toutes les dictatures, la justice est souvent secrète. Donc, méfiez. Attention.